Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour évoquer le cas de Danilo. Alors c'est vrai qu'en ce moment l'Olympique Lyonnais, on se demande si on va pouvoir recruter ou pas. Et puis récemment, on a eu deux rumeurs. Donc la première évoquant donc l'intérêt assez prononcé de l'OL pour Junior Firpo, qui est le latéral gauche / piston de Leeds United, qui est en fin de contrat en 2025, qui pourra arriver libre. Et de l'autre côté, pas plus tard qu'hier soir, Fabrizio Romano nous a appris que l'OL avait transmis une offre de 25 millions, donc 20 millions de livres sterling, pour s'offrir les services de Danilo, qui est un milieu défensif de 24 ans brésilien. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à commenter si jamais j'ai oublié des choses ou si tu as besoin de rajouter quelque chose, même si je parle de mon club de cœur, évidemment je peux toujours faire des erreurs, donc voilà. Bon alors vidéo en 4 parties avec une petite intro en préambule, ensuite on verra tout ce qui va être situation surtout du côté de l'Olympique Lyonnais, évidemment le gros du travail où on va revenir en détail sur qui est Danilo, ses points forts, ses points faibles, ce qu'il y a amélioré évidemment, et enfin je vous ferai donc mon petit bilan concernant l'arrivée de Danilo, en tout cas l'arrivée très probable de l'ancien international brésilien. Bon alors la situation côté Olympique Lyonnais, bon évidemment c'est pas pour rien que j'ai décidé de choisir cette miniature, d'ailleurs je voulais faire une vidéo là-dessus, je n'ai pas eu le temps, j'aimerais bien la faire d'ailleurs dans les prochains jours. Est-ce qu'elle aura encore de l'intérêt? Je ne sais pas, mais bon, tout le monde connaît la situation de l'Olympique Lyonnais, tout le monde sait que l'Olympique Lyonnais est sous la menace d'une rétrogradation administrative, donc pour l'instant l'Olympique Lyonnais est rétrogradé à titre conservatoire en Ligue 2. Mais pourtant, l'Olympique Lyonnais et son président John Textor ont offert 25 millions d'euros pour s'offrir les services de Danilo, donc c'est vrai que là ça pose question. On a eu également des échos de la part de différents médias faisant état de discussions assez régulières entre Jean-Marc Mikeller, le patron de la direction nationale du contrôle de gestion, donc de la DNCG, du gendarme financier, et John Textor. Donc est-ce que lors de ces des différentes réunions on a eu des avancées significatives avec, je sais pas, peut-être des promesses de joueurs? Ça me semble assez peu probable dans le sens où maintenant on sait tous que la DNCG attend des preuves concrètes et pas du blabla, un peu comme pouvait le faire par exemple Jean-Michel Aulas il y a quelques années, ou comme pouvait le faire évidemment John Textor un peu plus récemment, ou évidemment d'autres clubs. Donc finalement, cette offre, elle arrive dans un contexte assez particulier. Tu te dis que tu vas partir sur un mercato assez low cost avec des pistes bien scouting, des pistes qui jouent, enfin des joueurs qui jouent dans les championnats mineurs, et puis finalement tu te retrouves à poser 25 millions d'euros sur Danilo, qui est quand même un joueur expérimenté malgré son plutôt jeune âge de 24 ans de Première Ligue. Il est arrivé de Palmeiras il y a quelques saisons pour aller donc du coup à Nottingham Forest, qui est dirigé par Marinakis, le grand ami visiblement de John Textor, en tout cas le président grec du club anglais. Et donc finalement, niveau salaire, bon, ça peut paraître assez étonnant, mais c'est un joueur qui est abordable, en tout cas d'un point de vue salarial, vu qu'il ne touche que, entre guillemets, quelques 150 000 euros par mois, donc mensuel. Donc là, honnêtement, c'est tout à fait jouable, et on va le voir, Danilo, c'est vraiment un joueur qui, finalement, a un niveau moyen quand même assez élevé, malgré, on va le voir encore une fois, sa récente blessure qui l'a éloigné des terrains quand même 6 mois, de août 2024 à quasiment janvier, si ce n'est février, le temps qu'il revienne vraiment bien. Bon, alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on revienne sur Danilo. Alors tout d'abord, comme d'habitude, si vous suivez régulièrement mes vidéos de présentation de joueurs depuis quelques temps, j'aime bien revenir un peu d'un point de vue du profil sur Transfermarkt, sa valeur marchande, sa fin de contrat. Ensuite, on passera à l'analyse, tout ce qui va être tactique, donc sur le terrain, les petites statistiques, après tout ce qui va être FBref et la heatmap, et enfin, je vous donnerai évidemment mon avis sur Danilo. Bon, alors Danilo, c'est un milieu défensif d'1m77, il a 24 ans, donc né à Salvador, il est passé par Palmeiras. Il est estimé à 28 millions d'euros en valeur marchande, fin de contrat en 2029. Il a été international brésilien donc avec Léa, même s'il n'a pas beaucoup joué, si ce n'est pas du tout. Et sa valeur marchande, ce qui est étonnant, c'est que même pendant sa blessure, et finalement quand on va un peu plus loin, si on essaye de voir pourquoi sa valeur marchande n'a pas chuté, honnêtement, si on est tout à fait logique, c'est que c'est un joueur qui était quand même plus que central avant qu'il ne se blesse dans l'effectif de Nottingham Forest. C'était un joueur donc du coup très important et qui garde vraiment une belle cote de popularité malgré sa grosse blessure donc de plus de 6 mois. Bon, puis alors concernant ses postes, c'est tout d'abord un milieu défensif évidemment, ça m'étonne d'ailleurs qu'il soit mis un peu ici comme milieu offensif en position secondaire, mais c'est également un milieu central et on va voir que ce n'est pas du tout un 6 entre guillemets pur.
qui ne fait que récupérer le ballon pour après le passer. Non, lui c'est quelqu'un qui va récupérer le ballon, qui va chercher à l'exploiter de la meilleure des manières après, même si voilà, ça sera pas tout le temps qu'il va réaliser ce genre de choses. Bon, alors concernant son petit SofaScore, bon bah très clairement, on voit là la heatmap d'un milieu défensif avec quand même sa grosse blessure à la cheville qui l'a tenu éloigné longtemps des terrains, qui lui a fait perdre du rythme. C'est vrai qu'on a senti vraiment un temps d'adaptation quand il est arrivé du côté de Nottingham Forest, donc de l'Angleterre. Évidemment, tu viens du Brésil, tu as toujours un temps d'adaptation aux divers championnats européens, que ce soit Ligue 1, Bundesliga ou même Première Ligue. Et c'est vrai que sa blessure, ça lui a un peu, on va dire, brûlé les ailes en plein vol et ça ne lui a pas facilité la tâche. Donc première diapositive sur laquelle on va travailler ici. Bon, bah évidemment là rien de nouveau, c'est vraiment la position du numéro 6 qui vient chercher les ballons pour après l'exploiter vers le numéro 15 ici. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un joueur qui aime tirer les corners, donc surtout du côté droit. Il ne les tire pas du côté gauche, évidemment c'est un gaucher, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, donc il a vraiment cette faculté à avoir les coups de pied arrêtés rentrant, enfin les corners rentrant ici. Et alors maintenant dans tout ce qui va être aspect passe, et c'est là que vraiment je l'aime beaucoup ce joueur, c'est que c'est un joueur qui va avoir une très bonne qualité de passe qu'il ne met pas assez souvent à disposition. Donc là par exemple pour le match face aux Wolves l'an dernier, j'ai trouvé d'ailleurs un match vraiment très bon. Donc on enchaîne avec la qualité de passe encore une fois, avec finalement sa gestuelle vraiment très particulière et on le reconnaît vraiment de loin lorsqu'il fait une passe vers l'avant. Il va trouver le joueur, le numéro 7 de Forest juste ici, qui va pouvoir essayer de mettre un centre. Bon, malheureusement, les Wolves, ils se sont très très bien repliés. Mais voilà, en tout cas, je trouve que cette qualité de passe, c'est vraiment intéressant chez lui. Une nouvelle illustration ici, avec là, cette fois-ci, la passe malheureusement qui va être interceptée par Savigno, je crois, face à City. Récemment, il a quand même eu du mal à retrouver son niveau. Avec une vraie prépa, je pense que ça va être beaucoup mieux. Et vraiment, ce pied gauche, il me fait diablement penser à Nemanja Matic, avec finalement cette gestuelle, bon, même si il est beaucoup plus petit et on va voir qu'il sera quand même beaucoup plus défensif que Matic. Il va faire beaucoup plus d'interceptions même s'il va être beaucoup moins à l'aise balle au pied. Il sait faire également des passes lobées, c'est pas ce qu'il fait le plus, j'ai galéré à en trouver personnellement, mais voilà, là il va le trouver encore le côté droit avec l'ailier dans un Manchester City qui va être vraiment regroupé et il va pas avoir beaucoup de possibilités. Il aurait pu avoir le numéro 15 ici, sinon ouais, peut-être le buteur Chris Wood ici. Le jeu court est également très bon. Bon, il le fait quand même assez régulièrement. Je vois pas trop l'intérêt de vous mettre plusieurs diapositives là-dessus, donc je vous en mets une évidemment. Il sait faire des passes courtes, il sait faire des passes longues, donc évidemment il sait faire des passes courtes. Et il sait également attaquer l'espace, donc là avec Gibbs White qui a le ballon, malheureusement ça va pas profiter parce que même si Danilo va faire l'appel, Gibbs White va pas réussir à s'en sortir face à peut-être Jones, si je ne dis pas de bêtises. Et il sait aussi se projeter, et là il va marquer sur finalement un très bon travail de Gibbs White. Voilà, maintenant on s'attaque à la partie que vous attendez tous, la partie défensive. C'est un joueur, et on va le voir tout à l'heure avec le FBRF, c'est un joueur qui est très très fort défensivement, comme ici avec un petit tacle lorsqu'il prend le ballon au joueur de Tottenham. Il va avoir aussi également une très bonne protection de balle. Bon là il y a peut-être un petit peu faute, mais voilà, en tout cas je voulais vraiment vous illustrer sa protection de balle qui est pour moi très bonne. Il va réussir à s'en sortir techniquement, et c'est vrai que dans les petits espaces il est quand même assez bon pour un joueur, on va dire une sentinelle qui n'est pas une regista. Les interceptions pour moi c'est là où il est le meilleur. Il lit vraiment très bien le jeu et ça lui permet de faire un bon nombre d'interceptions. Il n'hésite pas à s'attaquer également à un plus grand que lui, donc là face à Kulusevski. Il va être revenu au préalable donc d'une super course. C'est un joueur qui est assez athlétique, assez rapide. Et là, il revient s'imposer et pour chipper le ballon, donc du coup, à l'ailier droit de Tottenham. Donc évidemment, face aux attaques en nombre, finalement, là, il est assez bien placé sur le centre de Bernardo Silva. C'est un schéma qu'on voit assez souvent du côté de Nottingham. Enfin, en tout cas, qu'on voyait assez souvent lorsqu'il était en forme avant sa blessure. Parce qu'il y a 2 ans maintenant, si on compte pas cette saison. Donc lors de la saison 2023-2024, Nottingham jouait clairement le maintien. Et finalement, on voyait assez régulièrement des situations comme ça où Nottingham était en souffrance. Et finalement, Danilo, il fait vraiment beaucoup de bien. Encore une interception ici avec un peu la même situation que le centre qui venait du côté droit. Sauf que ici, c'est côté gauche. Bon, alors évidemment, comme tout joueur, il y a des points faibles. Il y a parfois, je trouve, il tente pas assez de passes. Là, il a le temps. Il peut chercher Chris Wood ici, même si il n'est pas forcément en position pour recevoir. Mais en tout cas, voilà, là, il y a une passe à tenter qu'il ne tente pas. Donc, il va décaler sur le numéro 15 ici. Ici, il ne se retourne pas assez. Pour moi, voilà. Techniquement, c'est un bon joueur. Il doit se faire plus confiance. Et par exemple, quand on a comparé avec un Matic est peut-être un joueur un peu plus lent. Et c'est vrai que Matic avait une très bonne protection de balle. Et c'est vrai que Danilo, je trouve, il la met pas suffisamment à profit pour pouvoir se retourner et faire progresser le jeu plus rapidement plutôt que de revenir vers l'arrière. Il y a quelques points faibles quand même chez notre ami Danilo, c'est parfois son placement, parfois il est dans un no man's land ici. Là ici il ne marque pas assez son joueur, ce qui va permettre à Manchester City de procéder en attaque.
Donc voilà, c'est vrai qu'il a quand même un plafond de verre hyper haut, mais il y a quand même 2-3 trucs qui m'interpellent personnellement. Voilà, ici, typiquement ce que je vous disais juste avant, il est un peu dans le no man's land. S'il était un peu plus à droite, il se serait mis dans la ligne de passe entre Ruben Dias et peut-être Savigno, si je ne dis pas de bêtises, ou Marmouche, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, il doit se mettre parfois un peu mieux, il doit se placer un peu mieux. Et s'il arrive à se placer mieux, je pense vraiment on a un top joueur. Bon, alors cette saison, il n'a pas beaucoup joué en Première Ligue, mais c'est pas plus mal d'un côté pour les stats juste ici, parce qu'on voit du coup assez précisément là où il touche les ballons. Donc on voit vraiment la hitmap d'un milieu défensif. Là, c'est la hitmap un peu plus précise, et parfois, donc du coup, il y a un peu plus de projection comme ici. Sa hitmap, donc la zone où il est actif, c'est vrai qu'il a quand même un assez gros volume de jeu, il est un peu partout. Bon, évidemment, il se projette pas trop vu qu'il fait 1m77, donc son coup de pied arrêté, il est pas trop efficace, mais il se place juste en dehors de la surface de réparation au cas où il y a une balle qui revienne pour qu'il puisse frapper. Sa petite passe map, alors moi je la trouve assez parlante. Finalement, elle correspond très bien à sa touch map, hein. Évidemment, c'est tout à fait logique. On voit vraiment un joueur qui est très actif ici, qui n'hésite pas à faire des passes vers l'avant, qui n'hésite pas également à écarter sur les ailiers finalement avec Hudson-Odoi qui est souvent ici, ou même Gibbs White. Donc maintenant, ces statistiques, donc je remercie Julinho sur Twitter d'avoir publié le trade hier soir qui m'a permis d'avoir finalement ces statistiques-là. Et comme je vous le disais, on voit vraiment un très bon joueur dans tout ce qui va être défensif, il va fermer les espaces. Tout ce qui est interception, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dans le vert. Les dégagements, c'est pas mal non plus. Et puis, finalement, il sait bien tacler les dribbleurs. Avec 64 ici, c'est pas incroyable, mais c'est des stats qui sont face aux joueurs de Première Ligue, donc il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est un joueur qui défend beaucoup dans le Death Third. Et finalement, même si on n'est pas un professionnel des statistiques, il est assez facile de voir finalement que c'est un milieu défensif polyvalent qui peut également jouer milieu central. Donc on pourrait parfois l'utiliser également à 8, ce qui est vraiment intéressant. Bon, finalement, à l'heure de faire le bilan, t'as un Danilo qui a été blessé, c'est vrai, 6 mois. Pour 25 millions d'euros, je pense que c'est le juste prix finalement. T'as un joueur qui est quand même encore à 28 millions d'euros sur le marché des transferts. J'avais essayé de le scouter un peu il y a quelques temps pour essayer de le voir à l'OL. Je me disais que c'était un joueur qui était trop. La blessure fait peut-être qu'il est beaucoup plus accessible. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'histoire entre Marinakis et Textor, donc entre Forest et l'OL. Il y a les 3 joueurs de Botafogo qui devraient aller, donc selon toute vraisemblance avec David Orstein qui l'a publié hier sur Twitter. Donc du coup, je pense qu'à mon avis, c'est un peu un deal, je vais pas dire gagnant-gagnant, parce que eux sont beaucoup plus gagnants que nous, comme d'habitude, malheureusement, et ça commence vraiment à être inquiétant. Mais pour 25 millions d'euros, si tu exclus tout ce qui va être sphère économique, niveau salarial, c'est pas non plus un scandale. Si tu restes à 150 000, pour moi, c'est oui tous les jours. Et puis c'est vraiment une expérience de la Première Ligue, donc qui va pouvoir être utile en Ligue 1. Même si jamais il a du mal en Ligue 1, il aura encore à mon avis une valeur marchande suffisante, ce qui fait que ça ne sera pas du tout des cas comme Mangala ou comme Niakate qui ont été surpayés. Là pour moi je trouve vis-à-vis du marché des transferts, 25 millions d'euros, c'est un prix qui me semble totalement adéquat. J'en voyais qui voulaient demander un transfert à 15 millions d'euros. Au vu de la tendance du marché, ça me semble assez faible. Donc voilà, 25 millions d'euros, tu peux peut-être le baisser à 20. Avec le départ de Nemanja Matic, finalement, on voit un milieu qui finalement peut prendre la suite de notre géant serbe. Et pour moi, vraiment, ça a tout du coup parfait. Si on ne s'intéresse pas à tout ce qui est copinage entre les deux et situation économique du club, pour moi, c'est évidemment un bon transfert. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager et à commenter si jamais j'ai oublié de dire des choses ou si vous voulez dire des choses en plus. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, la team. Salut.